bonjour et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est pour un autre petit livre issu de la série Que sais-je, écrit par Christian Guillemis, c'est le livre de la pensée sociale et il traite le thème de la représentation sociale dès l'apparition du fondement de la sociologie, notamment en 1998. Donc en parlant de pensée sociale, on a dit qu'on va parler de représentation sociale. Commençons tout d'abord par définir ce qu'est une représentation. Une représentation signifie l'action ou le fait par lequel un individu pense ou construit des idées sur un phénomène ou un fait donné qui est arrivé en sa présence ou qui lui est arrivé personnellement. Donc au départ, l'écrivain va entamer la théorie de la dissonance cognitive. Qu'est-ce qu'on entend par dissonance? La dissonance est le juxtaposé du terme consonance, qui signifie, la dissonance signifie une discordance, ça veut dire une désharmonisation, ça veut dire que la chose ne va pas en droiture avec les pensées de la personne. Donc, et issu de cette théorie, nous avons eu une formule du taux de dissonance cognitive qui est les cognitions dissonantes divisées par les cognitions dissonantes plus les cognitions concordantes ou la consonante. Donc ce taux prend en compte uniquement les cognitions qui sont en rapport avec la cognition génératrice. Pour calculer ce taux-là, on n'a pas besoin de regrouper pour les cognitions pour la base. On n'est pas obligé de regrouper toutes les cognitions que nous avons qui concernent la personne, mais uniquement les cognitions qui concernent la catégorie à laquelle se réfère l'idée ou la pensée ou la problématique de la personne donnée. Aussi, dans une autre théorie, notamment la théorie de l'équilibre cognitif, nous allons retrouver une distinction entre deux types de relations qui ne sont pas notamment juxtaposées. Nous avons les relations L, qui sont les relations like. Ça veut dire que les liens ou les relations dans lesquelles l'individu ne se retrouve pas en opposition avec autrui ou avec la situation générale du groupe. Et ce sont généralement désignent généralement les relations affectives de l'individu. Le deuxième type de relation qu'a distingué Christian, c'est les relations U, ça veut dire les relations unit ou union. Il s'agit de relations d'union, voilà. Si elles sont positives, elles donneront effet de proximité, de similitude, d'associativité et de causalité. Et si elles sont négatives, il y aura une dissymétrie, un éloignement et une différence entre les pensées de l'individu ou les cognitions de l'individu et celles du groupe ou de l'individu en face de lui. Donc, passons au deuxième point. Donc, tout d'abord, de plus encore, ici dans le livre, on distingue entre deux types de représentations. On a les représentations individuelles et les représentations collectives. Celles individuelles sont aussi régies par celles du groupe, ça veut dire celles de représentation collective. Et on a troisièmement les représentations sociales. Les représentations sociales qui ont vu naissance récemment, et ce à travers le travail des principaux sociologues vers les fins du 19e siècle. Donc on distingue les représentations collectives des représentations individuelles par le simple fait que les représentations collectives sont l'ensemble des croyances, des pensées et des pratiques qui construisent, les valeurs aussi, qui construisent le comportement des individus, favorisant ainsi un milieu d'harmonie, là où vont coexister tous les individus au sein d'une collectivité. Or, les représentations sociales, c'est les éléments mentaux qui se forment par nos actions et qui forment nos actes et qui permettent par la suite de construire un sens commun. Les représentations sociales sont enchaînées à travers deux processus. Le premier processus, c'est l'objectivation. C'est un passage du concept à la représentation. Cette phase d'objectivation est distinguée par trois phases principales, notamment la construction sélective, ça veut dire sélectionner les informations selon l'environnement, ça veut dire selon les croyances et les valeurs de l'individu.
Ensuite, la schématisation structurante, ça veut dire le concept va être centralisé dans un noyau figuratif autour duquel il y aura des éléments périphériques. Ces éléments-là vont être ensuite, on va leur appliquer par la suite une phase de naturalisation, ça veut dire qu'ils vont être naturalisés, ils vont rentrer dans le quotidien de la personne et ils vont devenir naturellement perceptibles par l'individu lors quand un élément de leur nature survient à leur vue. Donc on a dit qu'il y avait deux processus. Le premier, c'était l'objectivation pour les représentations sociales. Et le deuxième, ce serait l'ancrage. C'est le fait d'enraciner la représentation et son objet dans l'espace social pour un usage quotidien. Donc ça vient après la phase de la naturalisation pour rendre la chose normale, naturelle et une habitude normale. Vient la phase d'ancrage et d'enracination pour que ce soit un élément inchangeable qui reste collé à la société, collé à la collectivité, qui pourrait peut-être subir une réforme, mais selon des règles particulières permettant de garantir un équilibre sociétal particulier. Ceci est applicable pour les petites collectivités qu'en parlant, mais aussi même pour les grandes, notamment les sociétés en général, les peuples et les États. Donc, on peut dire que les représentations sociales sont une manière d'interpréter le monde et le monde quotidien. Vient ici donc le temps de distinguer entre la pensée sociale, sujet de ce petit bouquin, et la démarche scientifique. Parce que la démarche scientifique commence par la collecte d'un ensemble d'informations qui vont être traitées, analysées, pour avoir des données valables pour fonder une conclusion donnée. Or, que pour la pensée sociale, c'est une conclusion fondée à la base, à laquelle on vient ajouter des éléments qui sont des éléments périphériques et autour d'un noyau central et qui par la suite voudront bien être insérés dans une catégorie donnée liée à un thème social donné. Et généralement, les réponses à ces représentations sont à travers les questions suivantes: ce qu'elle est la personne, ce qu'elle était, ce qu'elle projette et ce qui guide son comportement. Donc c'est l'attitude, l'information et le champ général de la vie quotidienne. On déduit donc que la réalité ou l'existence est une construction humaine